Dès 1830, lors de la colonisation française en Algérie, le premier objectif de l'armée française et des troupes du général Bugeaud était la destruction de tous les arbres et de transformer le pays en désert aride, destruction des récoltes pour pratiquer une politique de la terre brûlée, destruction des forêts et des champs de blé pour affamer et exterminer la population, destruction des sources d'eau naturelle, des puits, des systèmes d'eau potable et des systèmes d'irrigation, des canaux, lacs et fleuves. La France elle-même s'est vantée d'avoir asséché des zones marécageuses sous prétexte de combattre le paludisme et les moustiques. La France aurait fait assécher des lacs et des zones marécageuses qui servaient d'abri à de nombreuses espèces animales et végétales, ce qui a réellement transformé le pays en désert aride. Selon la France et les bienfaits du colonialisme, cet assèchement des lacs aurait permis l'accroissement de la population indigène. Dès 1832, le ministre de la Guerre, M. Gérard, exprimant les appétits de la grande bourgeoisie financière et industrielle, n'avait pas attendu pour tirer les conclusions qui s'imposaient. Il faut se résigner, déclarait-il, à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. L'idée d'une extermination de la population couplée à la colonisation des terres a donc caressé durant les 10 premières années de la conquête certains officiers militaires. Apporter des têtes. Boucher les conduites d'eau crevées avec la tête du premier bédouin que vous rencontrez, lançait le général Bugeaud à ses officiers. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, ordonnait à sa suite le général de Montagnac. Des milliers de soldats français sont alors morts de faim et de soif ou empoisonnés du fait même de leur politique de la terre brûlée. Les histoires individuelles ou collectives des Algériens, des villes et des villages d'Algérie ne cessent de révéler l'étendue de la barbarie de l'empire colonial français en Algérie, durant un siècle, dont ses effets perdurent, à l'exemple des conséquences de ses expériences nucléaires à Regan, causant à ce jour des maladies et des malformations chez les nouveau-nés. Ou bien par la perte d'un bras ou d'une vie, par l'explosion d'une mine ou d'une grenade de l'armée coloniale française. Les bienfaits de la colonisation, comme le rappellent souvent les nostalgiques de « l'Algérie française », qu'ils soient de la gauche ou de la droite française, sont aussi, faut-il le leur rappeler, des enfants, des vieux, des femmes et des hommes murés dans des grottes par décision des autorités coloniales pour être ensuite assassinés, sans état d'âme, en les enfumant, car l'empire colonial les considérait des sous-humains, même après la proclamation à Paris, de la Déclaration des droits de l'homme, en décembre 1948. De la systématisation des razzias, par le général Lamoricière, au début de la colonisation à la mise en place d'une politique de la terre brûlée, par le maréchal Bugeaud, l'histoire de l'humanité condamne sans ambiguïté le colonialisme en général, et en particulier l'empire colonial de la France en Algérie, car il était des plus horribles, une colonisation de peuplement, et donc l'extermination du peuple algérien par tous les moyens et sur tous les fronts de la vie socio-économique et politico-culturelle. Les essais nucléaires français bactériologiques et biologiques ont duré jusqu'en 1978. La France a détruit les forêts d'arbres d'argan de Regan et détruit une des principales richesses de l'Algérie qui était la production d'huile d'argan. L'Algérie était le premier producteur au monde d'huile d'argan, mais cette industrie a été entièrement détruite par la France qui ne voulait pas que Regan, la capitale géographique de l'Algérie, devienne la nouvelle capitale du pays après l'indépendance. De plus, la France a expérimenté diverses armes pour détruire ce qui restait de végétation en Algérie en répandant des agents tels que le DDT et l'agent orange ou des herbicides qui ont détruit des millions d'arbres entre 1954 et 1978. De plus, l'aviation française aidée par l'OTAN, donc l'Angleterre, l'Amérique et la Turquie, ont largué du napalm pour brûler des villages kabyles ou camerounais mais aussi détruire des millions d'hectares de forêt. Le résultat a été une terrible famine qui a tué des millions d'enfants au Sahel dans les années 70. Cette grave sécheresse qui sévit alors au Sahel africain et qui avait fait passer la surface du lac Tchad de quelques 22 000 km² à environ 8 000 km² en peu de temps a rendu désertiques des millions d'hectares de terres cultivables. Le terme de « désertification » apparaît en 1927 sous la plume du forestier Louis Lavaudan.
C'est pourtant dès 1830 que les nomades d'Algérie en sont accusés, à travers le récit d'un déclin environnemental précocement construit par différents acteurs de la colonisation. Ce récit, qu'étudie Diana K. Davis, sert de toile de fond à l'imposition d'une nouvelle législation sur les terres, porteuse de dépossession foncière et de nouvelles pratiques agraires. Dès le début de la conquête, en une vingtaine d'années, émerge un récit environnemental accusant les indigènes, surtout les nomades, d'avoir déboisé et dégradé les fertiles greniers à blé de l'Afrique du Nord. Par ce discours, se trouve justifié le devoir de la France de rendre à l'Algérie la prospérité qu'elle aurait connue à l'époque romaine. Cette assurance s'appuie sur les textes classiques et les résultats de fouilles archéologiques, tandis que la lecture sélective d'auteurs comme Ibn Khaldoun présente les invasions arabes, hilaliennes, du VIe siècle comme responsables de la ruine d'un pays autrefois très riche. La déforestation et la désertification, attribuées au nomadisme pastoral, sont au cœur d'un récit décliniste, utilisé pour rationaliser la colonisation française. Le besoin de reboiser les espaces censés avoir été déboisés par les indigènes devient un argument fréquemment utilisé pour justifier l'appropriation des terres. Si la colonisation se traduit souvent par un écocide, la protection forestière et plus largement celle de la nature est aussi plus ou moins rapidement envisagée dans un conservationnisme colonial qui concerne autant l'Empire français que britannique, voire hollandais. En résumé, il fallait coloniser pour sauver les arbres en tuant les arbres. Sur la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie était un pays dont les terres étaient riches et bien cultivées, loin de l'image d'Épinal des marécages de la plaine de la Miti-Dégea. Dès le débarquement, les témoignages se multiplient pour vanter ces terres d'une fertilité admirable, bien boisées et bien arrosées, ayant de vastes jardins et de superbes vergers d'orangers. En juillet 1830, à Blida, le général Bartilla affirme que « les plantations font de ce territoire un paradis terrestre ». Au point que les journaux de l'époque s'en émerveillent, cela rappelle les contrées les plus fertiles et les mieux cultivées d'Europe, souligne le National. Le rapport du général Valazé confirme « le pays nous paraît riche, cultivé, couvert de bestiaux, de maisons et de jardins soignés ». Alexis de Tocqueville lui-même admirera ce pays d'une admirable fertilité. Dès 1833, à la Chambre, Piscatori, le secrétaire de la commission parlementaire, précise que « la riche et fertile province d'Oran est habitée par une population nombreuse et bien plus civilisée qu'on le croit ». À son tour, le maréchal de Saint-Arnaud, parlant de la Kabylie, constate que « le pays est superbe, un des plus riches qu'il ait jamais vu ». Des étrangers ont également apprécié le pays à sa juste valeur. À titre d'exemple, ce prince allemand et cet explorateur belge qui, en 1835, firent le tour de la Miti-Dégea puis présentèrent aux autorités militaires un rapport dont voici quelques extraits, une vallée dont la beauté surpasse tout ce qu'on a vu s'étend de l'Atlas à la mer. Une végétation brillante couvre partout le sol sur lequel on voit de toutes parts de nombreux troupeaux. Il en est de même des villes. Ainsi, selon Amédée de Bormant, Alger ressemble à une vraie ville de France, avec ses cafés, avec ses restaurants, avec ses hôpitaux, son bureau de poste et même son imprimerie. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi les colons de 1848 ne trouvèrent-ils en Algérie que marécages et déserts? Là aussi, les témoignages sont accablants. Il n'y avait pas encore 48 heures que l'armée était campée dans un des plus beaux pays du monde, et déjà le pays était dévasté. De fait, en novembre 1830, le premier massacre collectif est ordonné par Clausel en ces termes : « J'ai ordonné aux bataillons de détruire et brûler tout ce qui se trouve sur leur passage. » Puis suivront d'autres massacres. En 1833, à Bougie, les habitants qui n'avaient pu fuir furent égorgés dans leur demeure jusqu'au dernier. Avec Clausel, au seul niveau de la Miti-Dégea, en moins de 5 ans, tout sera rasé. Et de cette plaine où il y avait encore, en 1832, suivant un rapport de Rovigo au ministre de la Défense, 23 tribus et 12 000 cavaliers, Tocqueville dira, en 1840, une plaine comme l'Alsace, et pas une maison, pas un homme, pas un arbre.
Un an plus tard, le général Duvivier constate tristement, depuis 11 ans, on a tout détruit, incendié, massacré hommes, femmes et enfants avec une fureur toujours croissante. Et cela dura plus de 40 ans. Mais le pays était tellement riche que sa destruction totale dépassa les forces de l'armée. Bugeaud lui-même, qui fut un chaud partisan de l'éradication à l'américaine face aux Indiens, le reconnaît, on n'arrive pas à couper tous les arbres. 20 000 hommes, armés de bonnes haches ne couperaient pas en 6 mois les oliviers et les figuiers de ce beau pays. Cependant la furie se poursuit et se concentre sur les villages. En quelques semaines, selon le général Camus, plus de 300 villages avec leurs mosquées, écoles et zaouïas ont été détruits. Dans le sud algérien, la même stratégie terrifiante est suivie. En 1832, même dans les territoires soumis, un indigène sur 320 passait en conseil de guerre, et parmi les inculpés, 1 sur 5 était exécuté. Un rapport sur les colonnes de 1841 y indique que le nombre des douars incendiés et des récoltes détruites est incroyable. Le pillage de Constantine, tristement célèbre, ravit le maréchal de Saint-Arnaud qui ne cache pas que la part la plus riche va aux chefs et à l'état-major. Quand les populations indigènes n'étaient pas massacrées, elles étaient dispersées et abandonnées dans l'errance, dans un abîme de misère. On pourrait encore aller plus loin dans l'horreur. Il suffirait de lire les lettres et rapports de nombreux officiers français eux-mêmes pour comprendre l'ampleur gigantesque de cette descente aux enfers. On a jeté les Kabyles dans les ravins, têtes coupées et empalées au-dessus des drapeaux ou au bout des baïonnettes, fumés à outrance comme des renards, l'ardeur à la baïonnette, comme aux Ouled Sade, où 2300 femmes et enfants subirent ce sort, tout ce qui tombe sous la main, murés 1500 Arabes avec femmes et enfants. La conférence de presse organisée par Macha al-Echaïd au Forum d'El Moudjahid a eu le mérite de faire intervenir un ancien journaliste, Fodil Ouraba, qui a réuni d'importantes archives sur la question, un éminent historien qu'est le professeur Mohamed El Corso et un témoin authentique en la personne du vice-premier ministre, Noureddin Yazid Zerouni. Les premières entament par un accablant témoignage de ces deux tribus, El Akrema et Ouled Messaad, du Sersou, Tiaret, ont été décimées en décembre 1846 par les troupes du général Bugeaud. Bilan, on parle de 200 morts alors que plus de 500 personnes sont faites prisonnières. Un journal relate à l'époque les conditions pénibles dans lesquelles les prisonniers se déplaçaient, nus ou peu vêtus, des hommes, des femmes et des enfants d'une maigreur à n'en plus pouvoir coucher à même le sol. Saint-Arnaud écrit à ce propos, avril 1842, à Cherchel, Tipaza, que Miliana, on a ravagé, brûlé, tout détruit sur notre passage. Et dire que l'administration coloniale se glorifie de telles exactions. L'objectif de ces atrocités, explique Fodil Ouraba, c'est de terroriser la population pour l'obliger à fuir et dégager des espaces et qui conclut par cet autre massacre commis en 1848 contre la tribu des Ouled Sanoun de la Confédération des Ouled d'Eradej dans le Haut-Tna. Le professeur El Corso explique, de son côté, le déracinement comme une tactique pour vider l'Algérie de ses habitants, une autre manière de reprendre l'idée que la nation algérienne n'a jamais existé, car c'est la tribu qui personnalise l'Algérie. Une politique largement suivie par la création des centres de tri et de transit, CTT, adoptée par Robert Lacoste dès 1956 et avec eux les fameux SAS créés autour des centres de regroupement entourés de barbelés et où il y avait de tout sauf des moyens d'hébergement. L'essentiel était d'isoler la population des Moudjahidines, dira l'historien, précisant que l'âme de la résistance étant la terre. Pour déstabiliser cette population, il fallait recourir aux moyens extrêmes, casser les toitures, brûler les maisons, les arbres fruitiers, les récoltes. Pour ce qui est des chiffres, ils portent à la hausse ceux donnés par El Corso, entre 5 à 6 millions d'Algériens ont été déplacés durant la guerre de libération sur une population estimée à l'indépendance à 8 millions, soit une écrasante majorité ayant subi le déracinement. Mais le plus grave, ce sont les conséquences sur lesquelles conclut Zerouni, à savoir que ce déracinement a conduit à la perte de mémoire des ruraux notamment dans la pratique de l'agriculture. L'exode rural a déstabilisé nos sociétés urbaines où la ville n'est plus en mesure de supporter autant de monde. En 1962,
peu de gens sont retournés chez eux et la politique des villages socialistes n'a pas beaucoup aidé au retour des Algériens déracinés et coupés de leur terre et histoire et donc identité.